Salut les terriens. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Tariq Ramadan. Alors, Tariq Ramadan, bonsoir. C'est marrant, votre nom nous donne faim à chaque fois. Alors, vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines familiales, de votre éducation, de votre action, de votre vie, des moutons que vous égorgez dans votre baignoire, de vos 10 femmes que vous battez, bien sûr, des allocs que vous détournez. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est Brice Hortefeux là, qui m'a fait mes fiches ce soir. Rassurez-vous, je dirais aussi que vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Et j'ajouterai que vous êtes représentant de la branche bogossitude de l'islam. En P2, nous accueillerons 2 nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Patrick Poivre d'Arvor, qui fait partie des hommes modernes, ces hommes qui se font piquer leur job par des femmes. Patrick nous parlera de sa mise en scène de l'opéra Carmen de Bizet. Toujours en P2, nous recevrons Georges-Marc Benamou pour son livre chez Robert Laffont, Les rebelles de l'an 40, les premiers Français libres racontent. C'était l'époque où De Gaulle faisait le morning sur la BBC. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Sophie Lapart, aide-soignante, qui nous racontera les maisons de retraite. Voilà, l'émission s'appelle Salut les gars et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Tariq Ramadan, rebonsoir, donc intellectuel, universitaire, professeur à Oxford. Vous êtes également consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Alors, famille d'origine égyptienne, votre mère, Wafa Al-Banna, est la fille aînée d'Hassan Al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, un mouvement créé en Égypte à la fin des années 20, dont le but est d'instaurer le régime islamique. Leur devise, c'était « Le Coran et notre Constitution », c'est ça? Oui, c'est ça. Votre père, Saïd Ramadan, était le disciple préféré de son beau-père. On l'appelait le petit Hassan al-Banna. Il fondera la branche palestinienne des Frères musulmans. Mais en 1954, votre famille est contrainte à l'exil par le nationaliste laïque Nasser. Le Raïs veut éradiquer le mal intégriste. Votre père trouve refuge en Suisse, où vous naissez et grandissez. Votre père, à l'époque, est inculpé de haute trahison. Il vit dans la hantise de l'enlèvement et de l'attentat. Votre seul échappatoire sera le foot. À l'époque, Tariq, vous êtes un prodige du football et vous imaginez même devenir professionnel de football. C'est vrai, c'est vrai. À quel poste? Demi-offensif. Vous n'avez pas changé. Maintenant, vous êtes complètement offensif. Alors, vous faites des études à l'Université de Genève, littérature française, philosophie. Vous êtes docteur ès-lettres en islamologie et en arabe. Et ensuite, vous voyagez. Vous vous cherchez, vous allez en Afrique, vous allez au Brésil, où vous rencontrez Don Helder Camara, le théoricien de la libération. Vous allez en Inde, vous allez au Tibet, où vous rencontrez le Dalai Lama. Ces voyages vous ont apporté quoi? Toute cette partie de ma vie a été très, très formatrice, beaucoup plus que simplement ce qu'on est en train de dire sur ma filiation de sang, parce qu'elle est importante, bien entendu. Et puis, la spiritualité, le bouddhisme, et le Dalai Lama et toute cette résistance non violente tibétaine qui a été fondatrice pour moi, parce qu'elle m'a appris que on est en quête de vérité, mais qu'il y a plusieurs façons, plusieurs chemins, plusieurs horizons, et que l'humilité, je l'ai rencontrée sur tous les continents, comme l'arrogance. Alors ensuite, vous vous mariez avec Isabelle, franco-suisse, catholique, de père breton, qui s'est convertie à l'islam. Elle s'est convertie avant qu'on se marie. Elle est voilée, votre femme? Oui, elle a fait ce choix. Encore une fois, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'était avant le mariage, elle a fait ce choix, cette décision est la sienne, en toute autonomie. Et je crois que c'est toujours important de ne jamais entendre un homme exprimer le choix d'une femme, mais une femme qui vient d'ailleurs de la tradition occidentale, suisse et française à la fois, et qui à un moment donné fait ce choix-là. Vous accepteriez d'avoir une femme non voilée, Tariq? Mon principe, il est très très simple. Une femme, elle est femme à partir du moment où la société, sa famille et tous ceux qui l'entourent lui laissent le choix de ce qu'elle veut être et devenir. Nulle contrainte, ni dans la tenue vestimentaire, ni dans le choix du cœur, ni dans les quêtes. Donc si c'est son désir, si c'est son choix, mais même par rapport à mes enfants, j'ai 4 enfants, j'ai jamais, à aucun moment, exercé de contrainte. Très bien. Alors le tournant, c'est au début des années 90, quand vous partez au Caire pour approfondir vos connaissances dans les sciences islamiques.
Au retour, votre ligne politique est très claire. Vous voulez réislamiser la jeunesse musulmane. Non, pas du tout. Moi, pendant 10 ans avant cela, j'étais sur le terrain du tiers-monde, sur la solidarité. Et à un moment donné, en France, comme par rapport à l'Iran, se pose la vraie question de l'islam dans le monde contemporain. Et donc, je suis retourné en Égypte. J'ai fait des formations tout à fait traditionnelles dans 7 branches des sciences islamiques pour comprendre ces fondements, des fondements légaux et théologiques. Et à un moment donné, ma vraie question, c'est de dire, est-ce qu'il est possible d'être à la fois totalement européen parce que je le suis de culture, ce que vous avez rappelé de ma formation, et puis en même temps d'être complètement musulman. Et ma thèse aujourd'hui, qui n'a pas changé depuis 25 ans, c'est possible si les musulmans font ce travail critique sur leurs sources, sur leurs connaissances, et si les sociétés occidentales admettent du plus profond de leur mémoire et de leur être que l'islam est une religion européenne et occidentale et qu'elle fait partie du paysage. Alors là, aujourd'hui, vous êtes devenu l'un des intellectuels musulmans les plus influents auprès des jeunes générations. Pour beaucoup d'observateurs, vous êtes le cheval de Troie du djihad en Europe, vous le savez quand même. Ah, ça, je sais que pour certains nombres de mes interlocuteurs... Oui, on vous accuse de double langage. On dit que vous êtes cool quand vous exprimez en Europe et beaucoup moins cool, beaucoup plus intégriste quand vous vous exprimez en Orient, disons. Bah écoutez, si tel était le cas, je ne serais pas interdit de 6 pays majoritairement musulmans, ou alors je suis complètement idiot. C'est-à-dire, je ne sais pas m'exprimer. Dans quel pays l'Arabie Saoudite, je ne peux pas entrer. L'Égypte, je ne peux pas entrer parce que j'ai dénoncé le fait que ce n'était pas une démocratie. La Tunisie, je ne peux pas entrer parce que ça n'est pas une démocratie. Alors, pour en avoir le cœur net, on va checker un certain nombre de vos positions. D'abord, on va commencer avec la burqa. Vous dites que la burqa n'est pas une prescription islamique. Le foulard, oui. Tant pour la burqa, je dis que ce n'est pas une prescription islamique et je pense qu'on ne peut pas imposer aux gens de la mettre ou de l'enlever. C'est un travail pédagogique. Et de la même façon, pour le foulard, la chose est claire, entendue du monde entier, sauf dans certains salons parisiens. Il est interdit islamiquement de l'imposer aux femmes et il est interdit, à mon sens, au niveau des droits de l'homme, d'imposer de l'enlever. Laissez les femmes faire leur choix, mais les choix libres ont des conditions. L'éducation, la compréhension et l'autonomie. La loi sur la burqa, vous êtes contre quand même? Oui, je pense que c'est de petites manœuvres politiciennes aujourd'hui qui sont de la distraction stratégique parce que le gouvernement gère tellement mal les questions sociales et politiques de ce pays que quelques petits divertissements sur la burqa, ça fait du bien pour ménager les attentions. Alors, la polygamie, vous êtes pour ou contre? D'abord, quand en France et dans n'importe quel pays c'est interdit, ça ne se discute même pas, c'est donc interdit. Et s'il y a dans certains pays des ouvertures légales à cela, il faut respecter les conditions. Mon avis aujourd'hui, c'est qu'elle est pratiquement absolument pas applicable dans le monde contemporain. Pensez quoi de l'affaire de l'IS et Badge, là, qui a été mis en examen pour avoir détourné des allocations familiales, disons? Sur ces allocations-là, s'il y a délit, il faut qu'il soit jugé, c'est clair. Mais avoir un ministre de l'Intérieur qui, en quelques minutes, prend la décision d'annoncer qu'on devrait lui retirer sa nationalité, pour moi, c'est une dérive. Et M. Hortefeux ferait bien de rappeler les droits humains plutôt que de se laisser entraîner vers l'extrême droite. Alors, les lois républicaines, j'accepte ces lois tant qu'elles ne m'obligent pas à faire quelque chose contre ma religion. Mais je rajoute une phrase à la suite de celle-ci, c'est que toutes les constitutions occidentales garantissent le principe de la liberté de conscience et le principe de la liberté de culte, donc nous respectons la loi sans aucune condition. Je vais même plus loin. Ce que je demande à la République française, c'est d'appliquer la loi laïque totalement, absolument, égalitairement. Car il semblerait que la loi laïque doive être plus laïque quand il s'agit de musulmans que quand il s'agit de chrétiens ou de juifs ou même de bouddhistes. On a tellement peur de l'islam aujourd'hui que quand les musulmans demandent le même droit que les autres, c'est comme s'ils demandaient des droits spécifiques. Eh bien non, ils demandent comme les autres à être respectés avec la même dignité. Donc vous n'êtes pas pour que le religieux soit supérieur aux politiques dans la société? Je dis le contraire, je dis le religieux m'impose de respecter la loi étatique. Bien. Les piscines mixtes, vous dites il n'est pas permis aux femmes de faire du sport dans des conditions qui dévoilent leur corps aux hommes. Il y a dans ce pays, et depuis des décennies, ce n'est pas nouveau, des horaires qui avaient été donnés à la communauté juive pour des femmes pour pouvoir aller se rendre dans les piscines. Et personne n'a rien dit. Quand les musulmans ont eu la même chose, scandale. Les musulmans veulent des lois spécifiques. Alors, ma position, elle est très claire. Si par la loi française, il ne faut pas séparer les horaires de piscine pour les hommes ou pour les femmes, alors c'est pour tout le monde pareil, on arrête pour tout le monde. Alors, vous êtes favorable, j'imagine, à la construction de mosquées et de minarets, mais est-ce que vous seriez prêt à vous battre pour qu'il y ait des églises, des temples, des synagogues dans les pays musulmans? Qu'il y ait la possibilité pour un homme et une femme
de confession juive ou de confession chrétienne ou de n'importe quelle confession d'avoir un lieu de culte là où il vit, ça n'est même pas négociable. D'accord. Après, il y a ces histoires de censure, évidemment. Les caricatures de Mahomet au Danemark, ça vous a choqué? Oui, parce que moi j'y étais. J'étais au mois d'octobre et j'ai rencontré la communauté musulmane et j'ai dit ne réagissez pas à cela. Mais vous voyez comment le politique s'est inséré là-dedans. C'est qu'en fait, les musulmans européens et occidentaux n'ont pas réagi de façon folle. Ils étaient très mesurés, même au Danemark. C'est ensuite l'instrumentalisation par des ambassades et c'est parti en Arabie Saoudite, en Égypte, en Syrie et ça nous est revenu comme si c'était un problème. On n'a pas tenu compte du fait que les occidentaux musulmans avaient eu une attitude distance critique. On n'aime pas, mais de ce point de vue-là, on sait faire la part des choses. La lapidation. Votre frère Annie, lui, il est pour la lapidation. Il l'a écrit. Il a expliqué les justificatifs islamiques en mettant en évidence que, selon lui, c'est pratiquement pas applicable. Je vais plus loin en disant aujourd'hui, il faut cesser le code pénal, non pas contre l'islam, mais au nom même des principes islamiques. Ce que vous demandez, en gros, c'est le temps de faire évoluer les mentalités, c'est ça? De faire bien comprendre aujourd'hui que tout ce qui s'applique en termes de châtiment corporel dans les pays majoritairement musulmans est une trahison des valeurs islamiques elles-mêmes. Ce n'est pas leur application. Quand en Arabie Saoudite, on lapide, on tranche des mains, quand on exécute des opposants, ça n'est pas l'islam, c'est une trahison au nom de la dignité humaine et de la compréhension de ce que l'islam exige. Très bien. Dites-moi, vous avez des nouvelles de Ben Laden? Parce que nous, pas un coup de fil. Nous sommes toujours en compagnie de Tariq Ramadan. Et nous accueillons Patrick Poivre d'Arvor. Et Georges-Marc Benamou. Alors Patrick Poivre d'Arvor, bonsoir. Vous êtes ici ce soir, non pas pour nous parler de littérature ou de télévision, mais d'opéra, puisque vous mettez en scène Carmen de Bizet, dans le cadre de l'opération Opéra en plein air. C'est vrai que Laurence Ferrari, en apprenant ça, a dit aux organisateurs « Moi aussi, je peux le faire si vous voulez ». Alors, on me l'avait proposé quand je présentais le journal, mais bon, c'est assez chronophage, donc ça prend beaucoup de temps. Alors, vous mettez en scène Carmen de Bizet avec Manon Savary, qui a 27 ans, qui est la fille de Jérôme. C'est un travail colossal, vous avez 150 personnes à diriger en plein air, avec les problèmes d'acoustique, de météo que ça suppose. C'est vrai que le conseil le plus important que vous leur ayez donné, c'est chanter fort. Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus, ils sont très légèrement sonorisés. Ah oui, voilà. Alors, j'imagine, Patrick, que Carmen, femme libre dans sa tête, dans son corps, vous a passionné? Bah, oui, évidemment. Qui n'est pas amoureux de Carmen? Et puis c'est une femme, vous l'avez dit, libre de son corps, pas libertine, mais une fille qui décide de ses choix. C'est un peu une mangeuse d'hommes. C'est une croqueuse. Mange, peut-être pas mange, mais elle croque un peu. Elle croque et puis elle jette. Alors, vous aimez la musique classique, vous aimez l'opéra. Je crois que votre premier choc d'opéra, c'était à Prague, en fait. Oui, j'avais 17 ans. C'était à ce moment-là, je faisais du stop dans les pays de l'Est et je me balade dans Prague et je passe devant un très joli petit théâtre, une sorte de bonbonnière. Et on me dit, c'est là qu'a été créé Don Juan par Mozart lui-même. Et j'ai eu un tel choc que j'ai été depuis peut-être un millier de fois à l'opéra. J'adore l'opéra, je suis fou d'opéra. Sauf que quand vous présentiez le journal, vous arriviez à l'entracte. Assez souvent, ça c'est vrai. Parce que malheureusement, à Bastille comme à Garnier, ça commence à 19h30. Donc ça m'arrivait d'arriver à 21h. Mais j'avais une petite dérogation, ils étaient gentils, mais c'est un petit siège. Et puis j'étais tellement fou de ça que ça me changeait de tout, ça me lavait de tout. Alors ça va faire 2 ans que vous ne présentez plus le journal. Vous êtes arrivé à décrocher complètement? Oui, complètement. Vous n'avez pas de crise de manque? Non, comment dire, l'actualité de temps en temps. Mais pour non, la présentation, non, j'ai pas de regrets. Vous êtes accro à Plus belle la vie maintenant? Non plus. Je regarde, mais vraiment pas du tout la télévision, on ne m'en voulait pas. Parce qu'il faut que j'écrive des livres, là, en ce moment. Mais justement, vous publiez chez Hugo et compagnie un beau livre, intitulé La Bretagne vue par Patrick Poivre d'Arvor, un livre magnifique, accompagné de vos commentaires. Je suis désolé de vous le dire, Patrick. Votre livre est mensonger, Patrick Poivre d'Arvor. Il y a 318 pages, il n'y a pas une photo où il pleut. Attendez, c'est pas crédible. Je vais quand même pas vous sortir la phrase de Kersozon. Qui est quoi? En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Ou encore...
Ou encore, en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Oui. Bon, la vérité, Voilà, c'est vrai qu'il y a, oui, il y a des alternances. Ouais. Et qu'on passe beaucoup de temps à se dire « ça va se lever ». J'adore cette expression « ça va se lever ». Ça va se lever. Et ça se lève toujours, un jour, oui. obligatoirement. Oui. Oui. Magnifique photo ensoleillée, donc un beau livre, comme on dit. Un livre où je parle de l'âme de la Bretagne, des pays, des lieux qui me plaisent, et puis des figures. Il y a des gens quand même assez... pas mal, quoi. Vous voyez, quand je regarde Georges Marc, je Qui pense... n'est pas breton, je tiens Non, à mais préciser. il a écrit cet excellent livre sur la résistance, sur les gens qui... L'île de Saint est quand même la seule île, la seule commune de France à être compagnon de la Libération. C'est un pro. Il fait l'enchaînement à ma place. Merci. C'est un vrai pro. Vous devriez faire de la télé, vous. Georges-Marc Benamou, rebonsoir. Vous publiez chez Robert Laffont un livre intitulé « Les rebelles de l'an 40 ». Les premiers Français libres racontent ces Français qui ont été finalement les premiers à dire non. Pourquoi l'ont-ils fait? Est-ce que c'est par dégoût après la capitulation de Pétain le 17 juin ou par espoir après l'appel de Gaulle le 18? En fait, le grand déclic, c'est le 17 juin à 12h30. Et qu'est-ce qui se passe le 17 juin 1940 à 12h30? C'est le discours de Pétain. C'est le cœur serré que je vous demande de cesser le combat. Et à ce moment-là, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, et ils s'engagent. Ils ne connaissent pas le général de Gaulle. Ils ne savent pas s'ils vont aller à Londres ou en Algérie. Ils ne savent pas si la guerre va durer. Ils ne connaissent pas la fin de l'histoire comme nous, si elle va durer 1 an ou 50 ans. Et ils s'engagent et ils partent. Mais quand ils embarquent, ils se font passer pour des marins polonais, ils se déguisent, parce que s'il y a interdiction, ils ont 17, 18, 19 ans. On va voir des vieux messieurs à la commémoration organisée par la République. Mais c'était des gamins fêlés, c'était véritablement des rebelles. Et c'est ça que j'ai voulu restituer, le côté un peu rock et rebelle de cette génération. Alors, qui était-il récemment? Éric Zemmour vous a accusé de ne pas avouer que beaucoup de ces résistants de la première heure étaient issus de l'extrême droite, de l'Action française, des Croix de Feu, de la Cagoule. Il a probablement pas mal lu mon livre, puisque justement, dès les premières pages, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi la surreprésentation d'un certain nombre de ces maurassiens, comme Daniel Cordier, qui sont volontiers d'extrême droite, comme Claude Duroy, maurassiens, antisémites, et qui vont, malgré cela, et malgré le ralliement de leur maître à penser Maurras, leur idole, au maréchal Pétain, vont devenir des dissidents. Et c'est ça qui est magique. C'est vrai que les socialistes étaient plutôt tentés par le pacifisme à l'époque. Il y a eu la SFIO, le parti de Blum, il a éclaté en deux, indiscutablement, et depuis 1936, il y avait les pro-pacifistes qui ont rejoint Vichy, et voire la collaboration allemande, et il y a aussi beaucoup de résistants. C'est ça qui est formidable, il n'y a pas véritablement de clivage. Les communistes étaient tenus par le pacte germano-soviétique, donc finalement, ce que vous dites et ce qu'on découvre un petit peu aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces premiers résistants étaient souvent des gens d'extrême droite. Il y a une phrase qui est apocryphe, qu'on prête au général de Gaulle, qui dit « À Londres, je croyais trouver la France entière, je n'ai trouvé que la cagoule, c'est-à-dire les mouvements d'extrême droite, et la synagogue, c'est-à-dire les juifs. » C'est une drôle de troupe, effectivement, dans la première année de Londres, de juifs de gauche et d'aristos d'extrême droite. Et ça donne d'excellents Français, comme aurait dit Maurice Chevalier. Alors, qu'est-ce qui est pire, un militant d'extrême droite qui devient résistant ou un socialiste qui collabore? Un socialiste qui collabore, oui. Tout dépend du point d'arrivée, comme disait François Mitterrand. Oui. C'est vrai que Nicolas Sarkozy vous a reproché de ne pas parler de lui dans votre livre, Georges-Marc? Pas encore. Alors, vous avez été son conseiller en culture et communication. Vous avez failli remplacer Didier Barbelivien dans son cœur. J'avais pas la guitare. Et voilà. L'idée de supprimer la publicité sur le service public au moment où les déficits publics explosent, c'est pas une idée à vous, ça? Non. Bigard au Vatican, c'est vous? Non. Non plus. C'est vrai que pour faire plus président, vous lui avez conseillé de mettre Carole Bouquet sur écoute? Ça, c'était une autre époque. Et puis, voilà, ça a été la disgrâce. Tout s'est dégradé le jour où vous lui avez conseillé d'exposer Carla Bruni pour les Journées du patrimoine. Ça, non, c'est pas vrai. C'est quoi vos relations avec lui aujourd'hui? Excellente. Ah ouais. Excellentes, elles sont bonnes, je continue à le voir, etc. Moi, je lui avais dit d'ailleurs que je consacrerais 2 ans de ma vie, ce que j'ai fait, 1 an à faire une formidable campagne un peu napoléonienne, bonapartiste, et 1 an à l'Élysée. C'est pas ma vie, c'est ma vie est ailleurs, mais je continue à le voir et à souhaiter qu'il réussisse, oui. Sur le service public, vous savez qui il va nommer? Je ne dirai pas. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. La semaine dernière, Israël a gagné une bataille navale, mais a perdu une bataille médiatique.
En effet, depuis août 2008, l'association Free Gaza avait déjà envoyé 5 navires plus ou moins humanitaires vers Gaza sans vraiment réussir à sensibiliser l'opinion internationale sur le blocus. Sauf que cette fois-ci, suite à l'assaut meurtrier mené par son armée, Israël s'est retrouvé sous la pression internationale. Je condamne cette violence. Même les Américains, fidèles alliés d'Israël, ont dû reconnaître que le blocus de Gaza était intenable. Quant à la France, nous appelons à la levée du blocus qui est insoutenable et illégal. Cette semaine, le gouvernement israélien a donc accepté de faire des concessions en assouplissant le blocus sur certaines denrées alimentaires. Sur le plan médiatique, c'est excellent. Ça va redorer l'image d'Israël, puisque le blocus de Gaza ne s'appliquera plus aux jus de fruits, à la confiture, aux biscuits et aux bonbons. En voilà une bonne nouvelle! Et pourtant, il y aura toujours des gens pour accuser Israël de refiler des caries aux Palestiniens. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Alors Israël a donc décidé d'assouplir le blocus de Gaza. Les Gazaouis auront droit à des bonbons. Voilà. C'est sérieux, hein, c'est pas une vanne. Hein. Non, mais c'est là qu'on découvre en effet qu'il y avait des produits interdits, invraisemblables. Oui, le shampoing, la sauge, des trucs qui n'ont vraiment qu'un rapport extraordinairement lointain avec le terrorisme. Alors, ce qu'Israël n'a toujours pas accepté, en revanche, c'est une commission d'enquête internationale sur l'affaire de la flottille de la Liberté, l'histoire des 9 morts. Ce sera une commission d'enquête civile limitée aux aspects juridiques du blocus de la bande de Gaza. Donc, une fois de plus, Israël, donc, se fout complètement de la vie de tout le monde. Ça vous choque? Bien sûr. La situation d'Israël aujourd'hui, au-delà du fait de sa reconnaissance, c'est effectivement une non-reconnaissance et une non-application de pratiquement 70 résolution des Nations Unies. Ce n'est pas nouveau ce qu'on est en train de constater. La construction du mur en Cisjordanie, c'est illégal. Le blocus, il est illégal. Alors tout le monde s'est ému lorsqu'en janvier de l'année dernière, il y avait ces bombes et on a tué 1400 civils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ceci, il y avait un blocus. Après ceci, il y a un blocus. Ensuite, il y a la collaboration indigne du gouvernement égyptien qui participe à ce blocus. Il faut le dire également. Ouais. Il faut cesser ce blocus, il est illégal, il est inhumain et il est indigne. On voit aujourd'hui une des faces cachées de la réalité israélienne qui consiste à penser que les habitants de Gaza, parce que selon eux, ils ont mal voté, auraient moins de dignité humaine que ses propres habitants. Et ça, c'est pas normal. On a entendu le Premier ministre actuel dire « mais les colonies de peuplement ne sont pas des colonies de peuplement puisque Israël appartient aux Juifs depuis 3000 ans ». C'est-à-dire un Premier ministre en exercice prend un justificatif religieux construit pour laisser entendre que finalement on peut prendre cette terre aux Palestiniens. Mais où va-t-on? Donc en particulier aujourd'hui, il y a une forte présence des lobbies pro-israéliens et il faut le dire avec force. L'antisémitisme, il faut le combattre à sa racine, c'est inacceptable. Mais tous ceux qui nous font du chantage en nous disant que critiquer la politique d'Israël, c'est être antisémite, ceux-là sont aujourd'hui en train d'être les pires ennemis des Israéliens. Patrick, à partir du moment où Israël construit en Cisjordanie des maisons tous les jours, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont envie qu'il y ait 2 États ? Clairement, le gouvernement actuel ne le souhaite pas. Voilà. C'est clair, puisqu'il retarde le processus. Or, il nous disait pendant longtemps, c'est parce qu'il y a Yasser Arafat, c'est un terroriste, on ne parlera jamais. Maintenant, ils ont Mahmoud Abbas, qui peuvent discuter avec lui. Moi, je crois que la meilleure solution pour Israël, et égoïstement pour Israël, c'est qu'il y ait un État palestinien vite. On n'en prend pas le chemin, vous êtes d'accord? Je suis pour 2 États. 2 États, un État israélien et un État palestinien. Vite. À la différence de M. Ramadan, qui, derrière sa rhétorique, n'est pas pour 2 États. Il préfère un État binational, effectivement. Il veut un seul État. Tariq, il veut un seul État. C'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël. Je dis, pour ceux qui nous écoutent, c'est ça que ça veut dire. Mais non, ça c'est ce que vous voulez interpréter. Un État, attendez, qu'est-ce que vous voulez? Un État de droit, avec des citoyens à droits égalitaires, c'est-à-dire qu'on soit chrétien, juif, musulman, athée, agnostique, les mêmes droits. Un État qui soit comme l'État français. Quelle est la majorité? La majorité, elle est la majorité citoyenne. Elle n'a pas de consonance religieuse. On a connu ça avec les accords d'Évian pendant la guerre d'Algérie. Mais monsieur, c'est la France. C'est la France, monsieur. Absolument. Et donc là, c'est ce que vous ne voulez pas. Vous voulez, et c'est ça qui me gêne. Vous avez une rhétorique formidable. Mais c'est pas une rhétorique formidable, vous n'arrivez pas à me répondre. Alors quand on n'arrive pas à me répondre, on me dit rhétorique. Répondez. Ne soyez pas agressif, monsieur. Non, mais répondez à ma question. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Oui, ce qui m'énerve, c'est la surdité. Est-ce que vous pouvez m'écouter?
Je vous écoute, Donc monsieur. l'absurdité, elle est celle-ci. Monsieur, un État de droit, citoyenneté égalitaire pour tous les citoyens, accès égal aux sites religieux pour toutes les religions. Pour ceux qui n'ont pas de religion, un État de droit où on respecte toutes les religions. Qu'est-ce qui vous gêne dans cela? Je préfère 2 États. Non, mais répondez à ma question. Car la réalité politique sera une domination musulmane et l'anéantissement et des chrétiens d'Orient et des juifs, et je pense qu'il ne faut pas être naïf. Derrière la rhétorique, effectivement, vous êtes sur une ligne pro-iranienne qui est pour la destruction de l'État d'Israël tel qu'il a été décidé par l'ONU en 1948. Monsieur, vous racontez n'importe quoi. Dire un État, ça veut dire plus d'État d'Israël. Non, moi, ça je veut suis dire- pour ça l'État veut dire- palestinien. Moi, je suis un sioniste pro-palestinien. Je mais ça, c'est facile. suis en Ça, c'est désaccord facile. absolu Ça, c'est avec facile. le gouvernement Olmer, le gouvernement à ma place. Et je pense qu'il faut dissocier 2 choses. L'existence de l'État d'Israël, ses fondamentaux, et la politique des gouvernements israéliens, comme pour tout État. On ne peut pas dire qu'au Kosovo actuel, les Serbes soient très heureux. On ne peut pas dire qu'en Croatie actuelle, pendant longtemps, les Serbes aient été heureux. On ne peut pas dire, etc. Incontestablement, dans le schéma que propose Tariq Ramadan, il faut bien prendre en compte la dimension démographique. Incontestablement, les Arabes seront supérieurs aux Israéliens. Et à terme, les Juifs, puisque c'est le cas, seront forcément, puisque vous donnez une voix, j'imagine, par citoyen, les Juifs seront minoritaires. On sait comment ça s'est passé, hélas, à Bagdad, comme ailleurs, dans bien endroit. Les Juifs se sont retrouvés complètement, si ce n'est exterminés, obligés de partir. Aujourd'hui, ce que vous proposez comme 2 États, tous ceux qui sont sur le terrain vous disent Israël l'a rendu impossible. La seule chose qui peut nous sauver finalement de la disparition de la réalité palestinienne, c'est effectivement qu'on en vienne à un État de droit où le fait religieux, le caractère juif de l'État d'Israël soit secondaire par rapport à la participation citoyenne à un État. On a compris. Donc ça me paraît quand même très clair. Vous travaillez sur une chaîne qui s'appelle Presse TV, qui est financée par l'Iran. Oui, c'est-à-dire c'est plus compliqué que ça, mais vous présentez une émission qui s'appelle Islam and Life. Ouais. L'islam et la vie. Et donc, en l'occurrence, je m'y suis engagé. Moi, je suis jamais allé là-bas, j'ai pas de relation et avec le gouvernement en particulier. Et ce qui était extrêmement important pour moi dans ce projet-là, parce que j'ai pris plusieurs mois avant de m'y engager, c'est effectivement de voir dans quelle mesure il y avait une fenêtre qui pouvait être ouverte de débat entre sunnites et chiites, puisque je suis de tradition sunnite, et dans la substance d'ouverture et de débat, et c'est ce que j'ai toujours fait, tout en condamnant, et depuis le départ, c'est-à-dire que moi, ça a commencé tôt, c'est-à-dire la prise d'otage de l'ambassade américaine, l'imposition du foulard à toutes les femmes, la conférence de déni de l'extermination des Juifs que j'ai condamné, puis ensuite ce qui s'est passé avec les élections, et puis le fait de tirer sur les habitants, j'ai été extrêmement critique. Vous condamnez la conduite du pouvoir iranien, mais vous travaillez quand même sur une chaîne qui est financée par eux. Oui, non, mais attention, moi, ceux avec lesquels je travaille, le gouvernement iranien, il faut faire extrêmement attention. Le gouvernement iranien, même ceux qu'on appelle les réformismes d'ici, participent du système, c'est-à-dire Moussaoui participe de l'intérieur. Et donc, il y a des vrais débats. Il n'y aura d'évolution dans les sociétés majoritairement musulmanes qu'en poussant de l'intérieur à la réforme des intelligences et des esprits et à la démocratisation des processus. C'est ce que je fais. Ramadan, est-ce que vous seriez d'accord pour appliquer à l'Iran ce que vous proposez au futur État israélo-palestinien, c'est-à-dire que la République islamique d'Iran devienne laïque et multiconfessionnelle? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette proposition? Moi, je suis d'accord sur le fait que la République devienne laïque, que l'Iran devienne un État laïque. Que la République... Non, mais attends, il faut faire attention. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la République islamique d'Iran ne soit plus islamique? Devienne un État de droit qui respecte toutes les confessions la laïcité, de façon prononcez égale. Ce mot. Laïcité, non, mais attention, laïque. parce que attention. Non, mais allez-y. Attendez. Osez ce mot, osez la laïcité. Non, mais puisque vous l'appliquez aux Israéliens et aux Palestiniens, appliquez-la aux Iraniens. L'État, non, parce que c'est pas soyez ça. Pas, mais laissez-moi terminer. Oui ou non, oui ou non, il n'y a pas peut-être. Tariq, il a un peu raison. Laïque ou pas laïque. laïque. Israël et la Palestine devraient former un seul État laïque. Pourquoi on ne pourrait pas demander ça à tous les États du monde? Aujourd'hui, ma position, elle est celle-ci, c'est que c'est un État de droit dont il n'y a pas d'imposition. Soyez clair, laïque ou pas laïque? Moi, je connais ce concept, je vous assure. Soyez clair. Vous ne connaissez pas ce concept pour la chose essentielle. Je le connais, c'est un concept français qu'on a exporté dans le monde entier et qui marche magnifiquement. C'est le principe de la sécularisation, c'est-à-dire le fait de la séparation des autorités. Vous me posez cette question-là, je vous dis oui. J'appelle ça la laïcité. Oui, ben c'est ça le problème, c'est que vous l'appelez
l'appeler la laïcité, les Anglais ne l'appellent pas comme ça. Je suis pour la séparation des autorités au sens où il n'y a aucune religion qui impose aux autres religions un cadre légal qui ne soit pas le sien. Est-ce que vous voulez est-ce que ce serait bien que la République d'Iran soit laïque? C'est tout, c'est simple. Pas, Que la République devienne une vraie République laïque. Qui sépare les autorités, Laïque. oui. Non, mais parce que je ne prononcerai pas. Il ne te dira pas. Non, ce qu'on peut dire simplement pour résumer votre conversation, qui est passionnante, c'est qu'en fait, du temps du Shah d'Iran, c'était laïque l'Iran. Oui. Du temps du roi, l'Afghanistan était laïque. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une régression où tous ces pays-là Non, deviennent mais c'est ça, le religieux. problème. Pourquoi? Excusez-moi, mais c'est le problème de la Palestine. C'est-à-dire que tant qu'on discutait avec des nationalistes comme Yasser Arafat, ça allait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a le Hamas en face, et eux, c'est pas des nationalistes, c'est des religieux. Si je peux me permettre de complexifier un tout petit peu les choses, parce que c'est un peu facile de dire oui ou non. La laïcité dans le monde majoritairement musulman n'a rien à voir avec la laïcité telle qu'elle a été vécue comme processus de démocratisation en Occident. La laïcité telle qu'elle a été imposée en Turquie, en Égypte, en Syrie, et là, par exemple, aussi avec le Shah d'Iran, qu'est-ce que c'est? C'est la dictature. C'est séparation des pouvoirs, mais avec une autorité politique qui ne permet pas de la liberté. Donc, quand vous prononcez le mot dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est absolument pas le pouvoir démocratique. Laïcité à la française. Non, non. Bah, voilà, je vous propose ce concept. Appliquons la laïcité à la Patrick va française. dire le mot de la fin pour Patrick. Non, est-ce que je peux simplifier, puisque vous avez Patrick, le mot de la complexifié? Voilà. Il y a ici autour de vous un juif, un musulman, un catholique. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, franchement, que tout ce qui relève justement de notre foi aux uns et aux autres, et peut-être un athée ici, je ne sais pas, est du domaine privé, c'est du domaine du cœur, de ce que je pense, et que tout le reste du domaine public, ça doit concerner le domaine public, point final. Vous venez, sans utiliser un mot à connotation problématique, de dire simplement une chose, séparation des autorités entre ce qui concerne ma voie privée et ce qui concerne le public. Là-dessus, Mais c'est juste pour vous permettre de rejoindre la Vous position. avancez, M. Ramadan. Voilà. Vous avancez, M. Ramadan. Mais non, je n'avance pas dans votre sens. Je Moi, je suis sur la ligne poivre. Merci, on a bien entendu vos arguments. Merci à tous. Nous sommes toujours en compagnie de Tariq Ramadan, Patrick Poivre d'Arvor, Georges-Marc Benamou, et nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Sophie Lapart. Bonsoir. Sophie Lapart, vous êtes aide-soignante, vous étiez employée dans une maison de retraite réputée de l'Île-de-France, mais devant les soins bâclés, les manipulations brutales et l'absence d'humanité imposée par la rentabilité de l'entreprise, vous avez préféré démissionner. On en parle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Alors? Très bien. Très bien. Tout va très pour l'instant. Quelques surprises la semaine prochaine à prévoir. À vous Stéphane, pour la semaine de Lyon. Après l'interview du président iranien avec Laurence Ferrari recouverte d'un voile, TF1 Present, Laurence Ferrari en kilt pour une interview en Écosse, Laurence Ferrari en burqa avec le chef des talibans, et enfin, Laurence Ferrari à poil avec le grand chef indien Raoni. Retrouvez également Laurence Ferrari dans un cercueil pour une interview posthume du président polonais Lech Kaczynski. Laurence Ferrari, l'info caméléon, une exclusivité TF1. 2 ans après le départ de PPDA, les téléspectateurs de la Une ont enfin compris pourquoi il avait été remplacé par Laurence Ferrari. PPDA voilé, c'est ridicule. Mesdames et messieurs, bonsoir. Personnellement, j'aime beaucoup Laurence Ferrari, mais j'aurais refusé de porter le voile pour interviewer ce tyran sanguinaire alors qu'on s'apprête à commémorer le massacre de milliers d'étudiants iraniens.
n'aurait pas été donné une tribune à cette ordure. J'aime beaucoup Laurence Ferrari, mais peut-être que Laurence, qui est un peu fraîche dans le métier, qui a une formation d'attaché de presse, ignore ce genre de choses. En tout cas, si Laurence ne peut plus présenter les journaux à cause de sa maternité, je serai là pour redonner au journal Le TF1 ses lettres de noblesse. En tout cas, j'aime beaucoup Laurence Ferrari. Au mondial, la question du sexe divise les sélections. L'équipe la plus gâtée est l'Argentine qui pourra avoir des relations sexuelles quand elle voudra, une condition. Ces ébats doivent se faire avec leur partenaire régulière. Oh, c'est nul, merde. Faire l'amour avec sa propre femme, ça peut pas intéresser l'équipe de France. Tu peux même pas payer la fille à la fin, lui mettre 2000 € dans le string ou te la faire avec un copain. C'est nul. Les joueurs mexicains et allemands ne pourront voir leurs femmes qu'en cas de qualification au deuxième tour. Et ben c'est ça qu'il fallait faire avec les Bleus. Ribéry, vous lui dites, tu tires un coup que si tu marques. Il vous en mettra tout de suite. Les femmes de l'équipe de France sont arrivées hier pour 4 jours. Coût du voyage, 240 000 €. On n'a pas entendu Ramayat gueuler cette fois-ci. Alors, 240 000 €. Si on avait pris des filles sur place, type Zaya, ça revenait moins cher. 2 000 € la passe, hein, c'est son tarif. Elle l'a dit dans Paris Match. Que je multiplie par 23 joueurs, ça fait 46 000 € au lieu de 240 000. La morale, on s'en fout, hein, c'est la crise. Lundi, on nous annonçait la mort de Bernard Montiel. Mardi, fausse nouvelle, Bernard Montiel est vivant. Mercredi, nouveau rebondissement, Bernard Montiel va présenter un talk-show sur France 4. Donc il est mort, il est carbonisé, c'est bien ce qu'on disait, faites pas chier. Affaire Didier Porte, Philippe Val, directeur de France Inter, s'insurge. On ne peut pas dire enculé à propos du président de la République. En revanche, en 87, sur l'affiche de son spectacle, Philippe Val sodomisait François Léotard, alors ministre de la Culture. Eh bien, il a raison, Philippe. C'est ça, les limites de l'humour. On peut sodomiser un ministre, mais pas au-dessus. Au-dessus, c'est non, c'est de très mauvais goût. Ah oui, excusez-moi de tirer une question d'un téléspectateur. Peut-on sodomiser un sénateur? Est-ce que ça fait rire? Je ne sais pas. Hein, tout ce qui est limite de l'humour, drôle, pas drôle, écrivez à France Inter. Nicolas Sarkozy supprime le concert du 14 juillet sous la Tour Eiffel par mesure d'économie. En revanche, la Garden Party de l'Élysée, qui l'an dernier avait coûté 732 000 € est maintenue. Ah, c'est normal. La Garden Party, c'est sur invite, c'est trié sur le volet, parlementaire, showbiz, patron du 440. Concert du 14 juillet, c'est une fête populaire, c'est gratos. N'importe quel plouc peut y aller. Des familles entières habillées à la halle aux vêtements avec des sacs Lidl, des pique-niques. Non, s'il y a un truc qu'il fallait supprimer, c'est bien ça. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Stéphane Guillon. Et vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Sophie Rebonsoir, vous avez 48 ans, vous êtes mère de 5 filles, âgées de 13 à 20 ans. L'envie d'avoir une famille nombreuse a toujours correspondu à votre soif de donner et de partager, ce qui explique votre idée de soigner des personnes âgées. Pour vous, ça a été une évidence. Avec un élément moteur qui est encore l'amour que je porte à mes grands-parents. Mes grands-parents vieillissants se sont trouvés éloignés de moi. Ils se sont beaucoup occupés de moi lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune. Et je n'ai pas pu leur rendre en retour ce que j'aurais aimé faire pour eux à ce moment-là. Donc ça a été, je pense, aussi l'élément à la base déclenchant. Alors en 2003, vos filles sont grandes et vous entrez dans une association. Vous commencez à faire des soins à domicile
En parallèle, vous suivez une formation de psychologie, soins palliatifs, comment traiter les malades atteints de Parkinson ou d'Alzheimer. Et cette expérience d'aide-soignante est un rêve, en fait, plus qu'un travail, car vous accomplissez votre vocation. C'est un milieu professionnel où je me révèle complètement et je dis que les malades, les mourants m'ont appris à vivre autrement. Quand on approche de la mort, on quitte le paraître pour l'être. Le temps de la fin de vie, c'est pour moi un temps où on n'est jamais plus dans la vie qu'à ce moment-là. C'est vraiment un espace de vérité. Alors vous avez une technique, c'est, vous dites, prendre la météo de vos patients, oui, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous regardez leur regard, leur comportement, leurs mouvements, et vous arrivez à voir tout de suite dans quel état ils sont, quoi. Surtout lorsque nous sommes en relation de soins avec des personnes qui n'ont plus les moyens de communiquer. Donc, dans les situations du langage, ce qu'on appelle la communication non verbale. Hein. Et donc, ce que j'appelle ma météo, c'est tous ces petits signes qui vont me permettre de voir comment il ou elle va. La façon dont il respire, la façon dont il me regarde ce matin, l'odeur qu'il y a dans la chambre, tous ces petits signes qui sont extrêmement importants pour nous autres soignants. Alors, il y a des histoires bouleversantes de votre époque d'aide-soignante à domicile. Marcel, qui veut sortir une dernière fois pour aller acheter du pain au village. Alors ça lui prend, je ne sais pas combien de temps, pour remarcher, pour sortir, quoi. Ça fait à peu près 24 mois que ce monsieur n'a plus quitté son domicile, insuffisance respiratoire, presque non-voyant. Et en collaboration avec le kiné, nous commençons un travail de stimulation. Et c'est vrai qu'après 8 mois, Marcel est prêt, de mon point de vue, à pouvoir sortir. Et donc sa dernière sortie, c'est d'aller justement accompagner à mon bras jusqu'à la boulangerie où tous ses anciens copains vont sortir, tout le monde va le féliciter, l'encourager. C'est magnifique. Les gens du village applaudissent, quoi. Ah oui, parce que c'est comme un film. C'était son village natal, ouais. Et pour lui, c'était vraiment une prouesse. Il y a Jean aussi qui est atteint d'un cancer en phase terminale et dont le rêve est de danser la valse une dernière fois, et il le fera avec la perfusion dans le bras. C'est un effort pour lui, il a très envie de cela, et oui, c'est aussi un grand moment. Ouais. Alors, au bout de 4 ans, vous voulez tenter une nouvelle expérience et travailler dans une maison de retraite. Celle où vous entrez est un établissement haut de gamme, répertorié parmi les meilleurs d'Île-de-France. C'est quand même, le prix minimum, c'est quand même 3 000 € par mois. Ça va jusqu'à plus de 5 000 € par mois. La publicité dit, c'est une résidence chaleureuse et familiale au cœur d'un parc boisé. Voilà. Tout à fait. Mais dès que vous arrivez là-bas, une collègue vous avertit, vous dit, ici, tu sais, on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes, quoi. Le rythme est très rapide. Par exemple, le soir, vous avez 1 heure pour ramener du réfectoire et coucher 9 patients. Et il est évident qu'en 60 minutes, ouais. on ne peut pas être au mieux dans la relation de soins et bien traitant pour installer 9 personnes extrêmement dépendantes ouais. pour la nuit. Ouais. Alors, 6 aides-soignantes pour 51 chambres, là, vous n'avez pas le temps de prendre la météo, comme vous dites. Malheureusement. Alors, résultat, évidemment, pas de toilette approfondie, les soins de bouche jamais faits, les pieds pas lavés, des fauteuils pleins de débris alimentaires, donc pas désinfectés. Il est vrai que nous retrouvons souvent des prises de médicaments sous les fauteuils, sous les assises de fauteuil. Les fauteuils ne sont pas quotidiennement désinfectés comme ils le devraient. Les patients sont souvent reconduits en chambre, toujours avec des débris alimentaires. On peut même les retrouver installés au lit à certains moments avec des débris alimentaires. Je dirais que cela touche essentiellement, je tiens à le préciser, les plus démunis. C'est ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, et vous vous élevez contre cette terminologie. D'un seul coup, c'est une façon de l'admettre, de la nommer. À force de dire maltraitance institutionnelle, j'ai l'impression qu'on va finir par croire et vouloir entendre que c'est normal. Ouais. Ce qui n'est pas et ce qui n'est pas acceptable. Bien sûr. Alors, vous racontez des choses hallucinantes. Maurice, amputé des 2 jambes, cicatrice infectée à la hanche, qui a des escarres parce qu'il est dans son lit depuis des années, et qui baigne dans son urine parce que sa sonde urinaire n'a pas été changée depuis 6 mois. Et donc, il va falloir exactement 12 jours pour qu'une nouvelle sonde nous arrive et qu'elle puisse être remplacée. 12 jours, c'est énorme. Alors Jacques, 75 ans, alors lui, pour remplir les lits, on l'installe à côté d'une chambre où il y a une femme qui hurle toutes les nuits. Et lui, il dit, mais attendez, je paye, quoi. Je voudrais être dans une autre chambre, je veux pouvoir dormir. Et on lui dit que c'est pas possible.
Donc tout ça, c'est simplement pour montrer la difficulté à vouloir faire cohabiter en maison de retraite médicalisée des résidents qui sont parfois relativement en bonne santé au milieu de résidents qui vont poser ce genre de soucis. Ça, c'est toute une problématique, effectivement. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'un jour, le gars, il dit « je vais dîner chez mon fils ». Il sort et il va se jeter sous un train. Alors, le pire, c'est Blanche. Si vous racontiez pas ça, on ne le croirait pas. C'est-à-dire que cette femme est sur un fauteuil roulant, on l'amène à la table du goûter, et en fait, la personne qui l'a amenée à la table du goûter ne s'est pas aperçue qu'elle était morte. Simplement pour montrer, et je n'en veux absolument pas à la collègue et peu importe, c'est que les conditions de travail peuvent justement faire que l'instant où cette personne a été descendue jusqu'en salle à manger, ça peut prendre 5 minutes, il n'y a pas eu un regard pour elle. L'objectif était de rassembler très rapidement tous les résidents pour le goûter. Voilà, c'est tout simplement ça. Et quand vous la voyez, vous lui parlez, elle ne bouge pas, elle avait toujours la tête un peu penchée comme ça, donc au départ, et vous apercevez qu'elle est morte, et vous l'évacuez pour donner le change, c'est assez grand. Vous lui dites, allez, venez, je vais vous ramener dans la chambre, quoi, voilà. Oui. Alors, vous dites que quand on place ses parents ou ses grands-parents en maison de retraite, la mauvaise conscience est telle qu'on préfère s'aveugler, c'est-à-dire on paye, on dit, voilà, je paye 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, et finalement, ça évite d'une certaine façon d'être rongé par la culpabilité, quoi. Lorsqu'un enfant place son parent, il ne peut pas avoir bonne conscience. Le placement, c'est toujours un choix extrêmement difficile pour la famille. Donc forcément, l'attitude de culpabilité va faire qu'ils vont préférer, et ils ont raison quelque part, nous faire confiance et se convaincre que le parent est en totale sécurité chez nous. Et ça, on peut le comprendre tout à fait. On n'est jamais bien quand on place son papa ou sa maman. Jamais. Pourquoi, finalement, on ne fait pas plus d'aide à domicile? Parce que c'est mieux pour les vieux. Et en plus de ça, ça coûte moins cher. Effectivement, cela coûte moins cher. Néanmoins, il faut savoir que la maltraitance existe également à domicile. Le domicile n'est pas épargné complètement des attitudes malveillantes. Est-ce qu'on peut dire que moins les enfants viennent voir leurs parents, plus les parents sont maltraités? La porte est plus grande ouverte, je dirais. Oui. Oui, parce que dès l'instant où on sait qu'il y a de temps en temps une visite, on remarque facilement que vers des résidents où la famille est assez proche et impliquée justement, le risque est moindre malgré tout. Tariq? Vous savez, je pense que ce soit des institutions ou à domicile, au bout du compte, c'est le fond de la question. C'est est-ce qu'on va vers une société où, avec les personnes âgées, on considère que comme elles sont plus utiles au système, eh bien, on va investir de l'argent pour s'en faire sur leur dos, mais plus s'occuper de la dignité. Et là, toutes ces histoires que j'entends sont des histoires de la dignité. Et finalement, je pense que c'est vrai qu'une société est digne par la façon dont elle est digne avec les personnes les plus âgées, ceux qui l'ont faite et constituée. Je crois qu'on devrait l'entendre très profondément comme une vraie question philosophique, pas simplement comme une question comptable. Il y a le regard que nous avons pour nos anciens, et on s'en est aperçu au moment de la canicule de 2003, pas tant l'attitude du gouvernement, qui a fait ce qu'il pouvait, c'était pas... mais on s'est rendu compte qu'en effet, un certain nombre de vieux, entre guillemets, étaient laissés comme on laisse des chiens dans des stations-service. Et ce regard-là, alors que vous avez des sociétés comme les sociétés africaines, par exemple, où vraiment les gens ne gagnent pas un souffle, et ils ont quand même... C'est inimaginable que leurs anciens, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, soient abandonnés. Donc, elles meurent dans la hutte ou dans la cabane ou dans la maison. Voilà, je pense que ça nous interroge. Je pense que ça devrait nous éclairer. Vous avez parfaitement raison, Patrick. Georges-Marc? Je suis d'accord avec M. Ramadan, au moins sur ce point. Une société se juge à la manière dont elle traite ses anciens. Et c'est tout le système qui s'éclaire de cette lumière ou de cette ombre. Et c'est tout à fait effrayant. Il y a une industrialisation des corps qui est un peu préoccupante. Pourquoi on n'en parle pas plus de tout ça? Parce que finalement, c'est très rare les témoignages là-dessus. Parce qu'il y a encore la loi du silence qui règne autour de cela, que la maltraitance institutionnelle peut être considérée comme quelque chose qui n'est pas gravissime. C'est vrai qu'il y a pire au niveau de la maltraitance.
Et je tiens quand même à préciser que mon idée n'était pas de dire ou de répéter quelque chose que l'on sait déjà. C'est une prise de conscience de soignante, un devoir de citoyenne, me semble-t-il. Ça faisait déjà un petit moment, depuis le cœur de l'été, que j'avais vraiment envie de témoigner et de dire, non pas accuser, simplement de dire, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'il se passe, tout en sachant que j'ai passé des moments extraordinaires dans cette structure. C'était un plaisir de m'y rendre en service de jour, en service de nuit, très sincèrement. Simplement, il me manquait un petit peu quelqu'un pour faire cela. Et ce qui m'a mis vraiment en avant, c'est ma rencontre avec un ami, François Nénin, qui est journaliste d'investigation, qui est extrêmement sensibilisé au sujet et qui a su gagner ma confiance. Et à partir de là, nous nous sommes mis au travail tous les deux. Ça, je tiens à le dire, ça a été vraiment un travail de partage. Voilà. D'où l'article de VSD et d'où le livre que je vous souhaite de publier pour crier encore cela un peu plus fort. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Tariq Ramadan, merci. Patrick Poivre d'Arvor pour Carmen et La Bretagne, vue par Patrick Poivre d'Arvor, le pays où il fait beau. Georges-Marc Benamou pour Les Rebelles de l'an 40 chez Robert Laffont. Sophie Lapart, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec mes amis d'Action Discrète et de Groland Magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.